Je me présente d'un mot, donc je m'appelle Éric Valmire, je suis secrétaire général de l'information à Radio France, qui signifie que je travaille donc à la direction de l'info de Radio France, qu'il s'agit de coordonner les activités éditoriales des rédactions de Radio France, qui sont France Inter, France Info, France Culture et les radios locales de France Bleu. À titre d'exemple, je pilote tous les grands dispositifs éditoriaux comme la guerre en Ukraine, les élections, les COP internationales, et dès qu'il y a une crise internationale, évidemment, s'agissant de coordonner, je suis aussi en pilotage de ces sujets-là. Je travaille aussi les nouvelles écritures, la stratégie de l'info de Radio France, piloter aussi tout le dispositif d'éducation aux médias et de la lutte contre la désinformation, et les nouvelles écritures, et évidemment la stratégie numérique. Il est question, évidemment, dans mon parcours, si je dois résumer en quelques mots, j'ai démarré dans les radios locales de Radio France, qui n'étaient pas France Bleu à l'époque, pour ensuite rallier la rédaction de France Info, puis la rédaction de France Inter, où j'ai été grand reporter de guerre, où j'ai fait la fin de la deuxième guerre de Tchétchénie, le Proche-Orient, l'Afghanistan en 2001, l'Irak en 2003, avant de devenir le correspondant de Radio France en Italie pendant 5 ans, et puis ensuite, à mon retour, de prendre la tête d'un magazine international d'actualité internationale que j'ai présenté sur France Inter, qui s'appelait Partout ailleurs, pendant 4 ans. Ensuite, j'ai basculé dans le management pour prendre la tête du reportage à Inter, là où j'avais démarré en quelque sorte, avant de rejoindre la direction de l'info il y a 5 ans pour évoquer les sujets qui vont être j'espère débattu, parce que j'espère qu'il y aura un échange avec vous, parce que je pense que la question de l'information et du journalisme aujourd'hui, elle est centrale à bien des égards, surtout avec le développement de l'intelligence artificielle, et j'y viendrai en deuxième partie. Première partie, donc, c'est vraiment ce qu'est l'info aujourd'hui, la nécessité d'avoir des journalistes sur le terrain. Je ne vais pas parler de journalisme en Méditerranée, ça n'a aucun sens. Le journalisme en Méditerranée, il est le même que le journalisme en Europe, il est le même que le journalisme aux États-Unis. Le journalisme, c'est une valeur universelle. Le journalisme, c'est le même de celui de Zola à aujourd'hui, c'est-à-dire que les nouvelles technologies n'ont jamais impacté ce que doit être le journalisme. Le journalisme, c'est rapporter un fait, et un fait qui soit vérifié et certifié. C'est ça depuis le début. Et les évolutions techniques n'ont jamais changé cela. C'est-à-dire que la radio est arrivée, alors que la presse écrite existait déjà. Puis ensuite, au lendemain de la guerre, il y a eu la télévision. On a pensé que c'était la fin avec le développement de l'image, mais non. Le journalisme audiovisuel et le journalisme de télévision est né. Puis il y a eu Internet avec les sites numériques. Donc le journalisme n'était pas mort non plus. Et puis arrive aujourd'hui l'intelligence artificielle, où il est question là de survie, de vigilance. À chaque fois, le métier de journaliste s'est adapté. Et l'enjeu d'aujourd'hui est justement qu'il arrive à s'adapter. La question de la défiance aussi, elle est présente depuis le début. Depuis Zola, les journalistes ont toujours été dans le viseur de la critique. L'esprit critique a toujours questionné les pratiques du journalisme. Et c'est, j'allais dire, presque salutaire. C'est même essentiel que le journalisme se questionne. Il est beaucoup question de défiance depuis maintenant quelques années, une défiance qui s'est accrue. Il y a le baromètre du journal La Croix et Kantar qui est là pour nous le rappeler chaque année. Et la question de la confiance, elle est fondamentale aujourd'hui, puisqu'on assiste évidemment à une multiplication des canaux, puisque même si le journalisme n'a pas changé, ce qui a profondément changé ces dernières années, c'est la multiplication des canaux, avec, vous l'avez vu, 4 chaînes tout info, avec des réseaux sociaux, avec des titres numériques, avec d'autres formes alternatives de journalisme. Donc tout ça crée évidemment une multitude de canaux d'information, un flux dans lequel parfois il est difficile de se repérer. La valeur vraiment intrinsèque du journaliste, je le disais au départ, c'est quand même d'être présent sur le terrain pour porter une information fiable. Si je prends l'exemple du reportage de guerre que je connais bien pour l'avoir pratiqué et pour avoir piloté le dispositif de la guerre en Ukraine et continuer encore aujourd'hui, sans la présence sur le terrain de journalistes aujourd'hui en Ukraine, quel que soit le média auquel il appartient, il faut reconnaître que quand même la guerre en Ukraine par les médias français a été extrêmement bien couverte. Moi, je suis frappé de voir que sur LCI tous les soirs, entre 22h et 23h, il y a 1 heure sur la guerre en Ukraine. C'est quelque chose, alors que la guerre a éclaté il y a 15 mois et qu'on avait peur que de ne plus en parler encourage justement la communication. Parce que qu'est-ce qui est dangereux? Pourquoi il faut à tout prix qu'il y ait des reporters sur le terrain? Parce que s'il n'y a pas des reporters sur le terrain, c'est la place laissée à la communication des belligérants et à la propagande russe contre la communication ukrainienne. Car dans une guerre, il ne faut jamais croire qu'il y a un méchant et un gentil. Certes, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui en Ukraine, il y a un agresseur identifié et un agressé, mais ça ne veut pas dire que c'est le bien contre le mal. Et nous, journalistes, on doit toujours faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on doit toujours aller aussi du côté russe.
et ne pas se laisser embarquer par une pseudo-sympathie ukrainienne. Donc on est vraiment sur le terrain pour documenter et raconter ce qui s'y passe et ce qui s'y joue et les enjeux qui s'y jouent. Ça, c'est fondamental. On le voit en Afrique aujourd'hui, le fait de ne plus avoir de journalistes au Soudan, parce que, en tout cas, je parle pour Radio France, les journalistes de Radio France ont été évacués dimanche avec les Français qui étaient encore là et qui continuent d'être évacués. Ne plus avoir personne au Soudan, c'est la main libre à finalement raconter ce qu'on veut de la part des Soudanais qui y seront et ne plus savoir ce qui s'y joue surtout. On a déjà un exemple criant avec l'Érythrée dont on ne sert jamais rien. Aller faire du journalisme en Érythrée, c'est impossible. Et pourtant, on voit bien que les témoignages qui nous viennent de l'Érythrée, ce sont des gens qui sortent du pays pour essayer de franchir la Méditerranée et venir en Europe. Le pourcentage d'Érythréens dans les bateaux qui chavirent en Méditerranée est absolument fondamental. Il est énorme, pardon, pas fondamental, il est énorme. Et ce qui est fondamental en revanche, c'est la présence sur le terrain. Je l'ajoute encore, parce que si je reprends toujours l'exemple de l'Afrique francophone et du Sahel, on voit bien qu'il est de plus en plus difficile de travailler au Sahel. Au Mali, au Burkina Faso, des correspondants étrangers sont expulsés. Mais en plus de cela, il y a des luttes d'influence qui s'opèrent. Je parlais de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, justement, elle ne se situe pas seulement en Ukraine. Elle se situe aussi en Afrique, avec la présence de miliciens Wagner, mais aussi de réseaux d'influence qui cherchent à retourner un peu les positions africaines contre l'Europe, qui n'est pas non plus exemple de reproche sur son approche justement des questions africaines. Donc là aussi, il y a une confusion qui s'opère, parce que si évidemment les Africains ont le sentiment que les journalistes européens parlent mal de leur pays, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et en même temps, il faut bien qu'il y ait quelqu'un sur place aussi pour questionner des pratiques. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très compliqué. C'est-à-dire que la présence d'un correspondant dans un pays étranger est important pour que ce correspondant sache raconter le pays tel qu'il est dans son ADN, dans sa culture, dans son éducation, dans une culture forcément différente, mais aussi dans des questionnements que le pays n'oserait pas se poser. Et que le regard presque extérieur va se permettre de poser, mais qui peuvent aussi générer des susceptibilités, qui peuvent aussi générer des incompréhensions. Et quand il s'agit d'un régime qui est évidemment au pouvoir, où la liberté de la presse dans certains pays d'Afrique est, vous le savez, très mise à mal, eh bien forcément, ça crée des distorsions. Et donc, on voit donc des journalistes se faire expulser. Mais pas que des journalistes étrangers. Si je prends l'exemple du Mali, du Burkina Faso, il est très difficile pour des journalistes maliens d'aller couvrir les zones à 30 ou 40 km de Bamako, puisqu'il y a des risques d'enlèvement, il y a des risques d'intervention djihadiste. Vous savez qu'entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, aujourd'hui, il est impossible de travailler et il est impossible de faire du journalisme. Donc, en créant des no man's land où les journalistes ne peuvent pas travailler, l'information ne peut être portée. Et là, c'est un véritable problème, parce que sans la présence de reporters sur le terrain, on ne peut pas arriver à quoi que ce soit. Le journalisme et la confiance, j'en parlais tout à l'heure, parce que cette confiance-là, elle est fondamentale et elle est mise à mal depuis maintenant quelques temps. Certainement, alors si je reprends le baromètre Lacroix, le dernier faisait état d'une confiance qui allait mieux, mais ce qui était très intéressant, c'est la source d'information de la confiance. Je ne sais pas, on va faire un petit quiz. À votre avis, quelle est la source d'information qui suscite le plus de confiance entre la télé, la radio, les réseaux sociaux, la presse écrite ou l'entourage? Alors si je fais la radio, levez la main. La télé, la presse écrite, les réseaux sociaux, l'entourage. Bravo, c'est vous qui avez gagné. Incroyable. Moi-même, j'ai été frappé. C'est l'entourage. L'entourage, on fait confiance à une information qui va être portée par un ami, par un parent, plus que forcément par un journaliste. Alors que là, on est dans une relation de confiance, puisqu'on se dit que si un ami auquel on croit, on fait confiance, ou un proche, dit une information, c'est qu'elle est réelle, sans penser à aller la vérifier derrière. Et alors, paradoxalement,
le média, enfin la source à qui on fait le moins confiance, ce sont les réseaux sociaux. Alors qu'on pensait que ce seraient les réseaux sociaux éventuellement qui, comme c'est une source importante, seraient en tête de liste. Et maintenant, un autre quiz. Quelle est la source d'information principale? Je ne parle plus de confiance là. Sur quoi on s'informe aujourd'hui? Radio? Télé? Presse écrite? Réseaux sociaux? Gagné. Pardon? Voilà, exactement. On s'informe sur les réseaux sociaux vers qui on n'a pas confiance. Et en même temps, c'est salutaire, parce que ça veut dire qu'il y a quand même un esprit critique. Mais aujourd'hui, je le disais, la question, elle est de savoir comment gérer comment recevoir cette information, je vous en prie, en lui donnant toute sa confiance, en sachant identifier si elle est vraie ou fausse. Là, c'est tout le jeu de l'éducation aux médias. Je fais une parenthèse sur l'éducation aux médias parce que moi, dans ma génération de journalistes, l'éducation aux médias, elle n'était pas... Enfin, on n'en parlait même pas, quoi. Puis l'éducation aux médias, pendant longtemps, ça a été des gens en fin de parcours qui avaient envie de transmettre, qui allaient dans les écoles. C'était sympa, on racontait ce qu'était le journalisme, et puis ça s'en tenait là. Et puis, il y a eu 2015, les attentats. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui a quand même mis à mal la pratique journalistique. Il y a eu le meurtre de Samuel Paty. Et il y a eu la crise sanitaire. La crise sanitaire où la désinformation a fonctionné à plein régime. Pourquoi? Parce qu'on s'est tourné vers les journalistes comme si c'était des médecins. Or, ils ne sont pas médecins. Mes propres parents m'appelaient pour me dire « Mais alors, qu'est-ce qui se passe ?» Mais j'en sais rien, maman. Et là, tout le problème était là. C'est-à-dire qu'aux questions qui étaient posées, dans les journaux d'information, on n'avait pas de réponse. Or, si vous êtes malade, que vous allez chez un médecin et que le médecin vous dit « Je ne sais pas ce que vous avez », vous ne pouvez pas vous satisfaire de ça. Que faites-vous? Vous allez voir un autre médecin. Et vous allez voir un autre médecin et un autre médecin jusqu'à ce que quelqu'un vous donne une réponse. Eh bien, on était dans cette situation-là. Il fallait donner une réponse coûte que coûte. Et c'est pour ça que la désinformation s'est propagée, parce qu'à partir d'une question légitime et d'un semblant de réponse qui pouvait paraître crédible, on a entendu tout et n'importe quoi. Et que finalement, questionner ces pratiques-là dans les établissements en même temps pour dire attention, on doit être capable de dire « je ne sais pas », le citoyen doit être en mesure de l'entendre à condition qu'on explique pourquoi on ne sait pas et les questions que ça pose. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué dans un moment où justement tout circule et où on se retrouve dans quelque chose d'inédit. Il s'agit quand même de se rappeler ce qu'a été, on a la mémoire courte, il y a 3 ans, le premier confinement. Personne ne sortait de chez soi. Tout le monde avait peur de poser la main quelque part et de mourir. C'était quand même un peu ça l'idée générale. Il y avait quand même une trouille incroyable et on demandait beaucoup à ce moment-là. On était tous rivés sur les infos à se dire mais comment on fait? Nous-mêmes, pour envoyer des gens en reportage, c'était compliqué parce que les journalistes sortaient en scaphandre, quoi. On ne savait pas comment faire. Donc, ce genre de moment-là, ce genre de crise sanitaire pose un problème. Parce qu'il faut... je ne voudrais pas faire trop de digression parce que j'étais sur l'éducation aux médias, mais puisque je suis sur ce sujet-là, je vais y rester quand même. Parce qu'on a vu là aussi un problème des journalistes face aux experts qui sont arrivés, aux experts scientifiques, j'entends. Souvent, d'ailleurs, c'était les mêmes. Et souvent, le journaliste n'apportait aucun esprit de contradiction parce qu'il n'était pas outillé pour apporter sa contradiction. Notre grande faiblesse qui est apparue à tout journaliste en France, c'est notre abyssale ignorance de la chose scientifique. Et donc, c'est quand même un problème parce que si vous avez quelqu'un qui arrive et qui déroule tout ce qu'il veut en assénant des notions scientifiques dont on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses, et que le journaliste n'est pas en mesure de l'arrêter ou de le contredire ou de lui poser les bonnes questions, bah l'information n'est pas bonne et on n'est pas dans notre rôle de donner une bonne information. Ce qu'on a fait à Radio France, c'est qu'on a mis en place une formation obligatoire pour tous les journalistes sur la chose scientifique. Pourquoi? Parce que dans notre pays, les journalistes scientifiques sont soit des journalistes qui s'intéressent aux sciences, soit des gens qui ont fait sciences et qui trouvent que ce serait bien de faire de la pédagogie et qui se tournent vers le journalisme après avoir fait une fac de sciences. Mais apprendre les sciences dès l'école de journalisme, ça n'existe pas.
Or là, aujourd'hui, on voit bien qu'entre le développement durable, l'environnement, l'écologie, l'alimentation, la biodiversité, la santé, l'énergie, on a besoin d'informations fiables sur le sujet et d'informations précises, parce que notre époque est dans ces questions-là. Donc on a mis en place un plan de formation sur 2 ans, obligatoire pour tous nos journalistes, pour que, ne serait-ce que sur les questions d'environnement et de climat qui sont aujourd'hui au centre des débats, qu'on arrête d'inviter un pour ou un contre face à une question qui est un fait scientifique avéré, sur notamment les émissions, les gaz à effet de serre, ces questions-là, ou même des notions un peu plus élaborées, où on va inviter un pour, un contre, en se disant on va respecter le pseudo-principe de neutralité. Non, non, non. Quand il y a un fait scientifique avéré et qu'on le connaît, on ne fait pas un pour et un contre, on avance et on va plus loin dans le débat. Ça, c'est vraiment des questions qui sont fondamentales aujourd'hui si on veut contribuer à donner une information de service public importante et être en mesure ensuite de questionner le scientifique. Parce que finalement, quand il s'agit de faire une formation des sciences, c'est pas évidemment, on ne peut pas être un astrophysicien éclairé, c'est impossible. On ne peut pas. Mais en revanche, on peut comprendre la méthode du raisonnement scientifique. Et c'est ça qui est important. C'est savoir choisir un bon expert, savoir lire une publication scientifique, identifier les réelles problématiques. Avec un peu de bon sens, Didier Raoult n'aurait jamais eu l'espace médiatique si on s'était posé la question du test clinique, de la reconnaissance des pairs. Simplement ces 2 notions-là. Or, dans j'allais dire, la centrifugeuse qui était de l'époque, Didier Raoult a pu bénéficier d'un espace médiatique inconcevable pour générer finalement de la confusion, parce qu'il avait le titre qui faisait qu'on pouvait se tourner vers lui. On a vu aussi des scientifiques qui n'en étaient pas annoncer des choses qui étaient fausses. Et puis, on a toujours aussi, dans le monde du journalisme, cette grande phrase « selon une étude ». Alors, à partir du moment où on dit « selon une étude », le truc est asséné, vrai, certifié, c'est bon. Une étude l'a dit. Quelle étude ? Auprès de qui ? Reconnue par qui ? Et ça, on n'a jamais ce détail-là. Jamais. Donc, c'est vraiment tout ça des questions fondamentales aussi pour le citoyen. Aussi pour les citoyens. Parce que si pour le journaliste, il y a une grande responsabilité d'informer, pour le citoyen, s'informer est un investissement. On ne peut pas, en regardant son portable sur 2-3 trucs, on ne peut pas, en écoutant la radio 5 minutes, on ne peut pas, en chopant une image à la télé, se dire qu'on est informé. S'informer, c'est prendre du temps pour prendre un sujet, aller dedans, le questionner, et ce temps-là, on ne l'a pas. Parce que la vie quotidienne, courir, faire ses activités professionnelles ou autres, la famille, les enfants, les prises de tête. Et je ne sais pas si vous êtes rendu compte que depuis le Covid, on a ce sentiment de limite du burn-out partout, où chacun dans sa vie se sent pressurisé, jamais le temps de rien, jamais le temps de se poser. Et donc, dans tout ça, jamais le temps de s'informer réellement, ou au contraire, avoir le sentiment d'être trop informé parce que assommé par un flux d'informations. Ça s'appelle aujourd'hui la fatigue informationnelle. Mais cette fatigue informationnelle, c'est un ressenti. Parce qu'on est bombardé et qu'on est passif à ce genre de choses. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est justement de se prendre en main pour ne pas être bombardé et savoir réagir. Et je reviens donc à l'éducation aux médias, où là, l'éducation aux médias, elle est fondamentale finalement auprès des jeunes publics, parce que si les jeunes ne s'informent pas, ils disent bon, nous, on s'informait, c'est pas notre truc, on s'informe pas. Sauf que c'est pas vrai. Il y a 30 ans, si on voulait pas s'informer, c'était simple. On regardait pas le JT à la télé, on n'écoutait pas la radio à l'heure des infos et on n'ouvrait pas un journal. Très facile. Aujourd'hui, c'est impossible, parce que l'information, elle arrive là-dedans. On est télescopé par l'information là-dedans. On est télescopé par l'entourage qui parle de « Ah, mais t'as vu sur tel réseau, machin, machin ». Et donc, forcément, si les jeunes ne savent pas gérer ce flux d'informations qui viennent télescoper leur téléphone portable, si on ne sait pas différencier le vrai du faux, c'est un problème, parce que tout de suite, on va être en situation de handicap réellement, parce que si on ne sait pas dissocier le vrai du faux dans une information qu'on reçoit, si on ne sait pas comment analyser les flux d'informations qui arrivent sur soi, eh bien ça va être un handicap dans le développement personnel et dans la capacité à s'émanciper. Parce que comme j'étais très content que Mohamed, vous parliez tout à l'heure de l'agnotologie,
parce que finalement, c'est quelque chose qui est en plein essor. La notologie, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'un historien des sciences écossais, je crois, qui s'appelle Robert Potok. Et donc, lui, il a révélé au début des années 90, donc c'est quand même quelque chose d'assez récent, qu'il y avait une production de la culture de l'ignorance et du doute. Non, mais c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. Parce que finalement, celui qui est érudit, on va le faire passer par une élite. Tout ce qui va représenter l'autorité va être une élite qui est là pour écraser le citoyen et le peuple. Donc le politique, le journaliste aujourd'hui, ce qui est mis forcément de connivence avec le politique, et donc le scientifique qui porte les connaissances. Et donc on va dire finalement que tout ça, c'est des gens qui sont là pour nous écraser, qui nous déconsidèrent, et qu'il ne faut pas les écouter. Et que c'est mieux d'être ignorant et de distiller le doute. Mais pas le doute de l'esprit critique de penser contre soi-même, le doute qui fait qu'on critique tout ce qui peut l'être et qu'on renie tout. Et ainsi, comme l'individu ne peut pas rester quand même ignorant, parce que s'il est ignorant, il n'a pas confiance en lui, parce qu'il va être conscient de son ignorance, il va se tourner vers quelque chose qui n'est pas de l'information, mais qui va être un système de croyance qu'on va lui donner prémâché. Et cette croyance-là, elle est l'antidote du fait, qui est la valeur cardinale du journalisme. Et cette croyance-là, eh bien, elle va se développer à partir de systèmes alternatifs, de systèmes... Et attention, je ne parle pas de gens demeurés, je ne parle pas de gens idiots. Ceux qui peuvent tomber, je dis bien tomber parce que c'est un problème, ça peut être des citoyens éclairés, qui sont simplement fatigués de tout et qui vont se tourner vers une forme de facilité. Donc l'éducation aux médias, en ce sens, elle est importante pour montrer aux élèves que oui, l'information est importante, parce que dans le dernier baromètre de la Croix, justement, une chose était apparue chez les 15-24 ans, ils pensent que l'information, ce n'est pas obligé que ce soit un journaliste qui la donne. Certes, moi ça ne me gêne pas, hein. Je n'ai pas de réflexe corporatiste, mais à partir du moment où on respecte alors les codes du journalisme, c'est-à-dire une information fiable, certifiée, contextualisée. Contextualisée. Pendant les Gilets jaunes, on avait un Facebook Live qui semblait vouloir dire la vérité. Non, un Facebook Live ne dit pas la vérité, parce que un Facebook Live ne contextualise pas. Ce qui est d'ailleurs incapable de faire ChatGPT également. Puisque si on doit parler un peu d'intelligence artificielle et des enjeux qui arrivent aujourd'hui dans les rédactions avec le monde de l'information, l'intelligence artificielle est tout sauf intelligente. D'ailleurs, le premier aspect de l'intelligence artificielle, c'est quand même de traduire correctement. Parce qu'on reprend intelligence artificielle de l'américain. Mais intelligence en américain n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. C'est données et renseignements. L'intelligence de CIA, ce n'est pas intelligence, c'est la collecte de données et de renseignements. Et c'est précisément ce qu'est l'intelligence artificielle. Parce que pour l'heure, on n'est pas quand même encore au moment de la singularité, on n'est pas au moment où l'homme va être remplacé par la machine, et toute la presse, justement, enfin pas toute, heureusement, mais en tout cas, souvent, par facilité, on va jouer à se faire peur en faisant des scénarios de science-fiction en disant que la machine va remplacer l'homme. Non. Elon Musk, le premier d'ailleurs, qui faisait partie d'OpenAI quand ils ont lancé ChatGPT, a dit l'intelligence artificielle va prendre le pouvoir. Non, 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 non. Lui et ceux qui font l'intelligence artificielle veulent prendre le pouvoir. D'ailleurs, c'est intéressant puisqu'ils viennent de faire un moratoire tous en disant bon, on calme le jeu, parce qu'ils se sont dit oh là là, c'est en train de se développer de tous les côtés, il ne faudrait pas que quelqu'un nous double sur ce chapitre-là. Donc l'intelligence artificielle, ce sont aussi des intérêts privés. Mais la question dans le monde numérique de l'intelligence artificielle, elle n'est pas forcément mauvaise si je regarde le domaine de l'information. Parce qu'encore une fois, tout dépend de ce qu'on fait avec et de qui est derrière. L'intelligence artificielle a déjà été utilisée par des journaux très, très sérieux comme le Washington Post, le Figaro, TF1, LCI, notamment dans la collecte de résultats sportifs, pour aider aussi à
à bien synthétiser les résultats du scrutin électoraux. C'est quand même l'homme qui entre des données et qui permet d'avoir des textes qui sont déjà préparés pour les soirées électorales en adaptant les résultats dessus. Donc l'intelligence artificielle, dans certains cas, peut être une façon de se faire aider, et donc peut-être aussi de donner à la machine les tâches les plus ingrates pour se concentrer sur la valeur ajoutée du journalisme. Le format long de l'enquête, un journalisme d'investigation, analyse des données et des choses justement de lutte contre la désinformation et d'un système de veille. Mais l'autre penchant de l'intelligence artificielle, c'est aussi la désinformation. Et la désinformation à la portée de tous. Si j'ai envie de faire dire encore que Mohamed est une figure publique, je vais prendre simplement le cas de mon voisin. Si j'ai envie de mettre une vidéo avec sa tête, que je vais faire bouger à droite et à gauche, si j'ai envie de lui faire dire ce que je veux, à partir de sa voix que j'aurai enregistrée, je le fais. Et je publie. Et là, la vidéo est bluffante parce qu'il dit des choses horribles sur son voisin, sur le quartier, sur sa femme. Je ne peux pas faire ça avec une figure publique parce qu'il y a encore, si je veux prendre par exemple, je sais pas, Emmanuel Macron par exemple, et que je veux lui faire dire n'importe quoi avec sa voix, je ne peux pas parce qu'il y a un blocage puisque c'est une personnalité publique. Mais on voit très bien ce que ça peut être demain quand même si je peux le faire avec mon voisin et si je peux être n'importe qui, que je peux utiliser cet outil. Pareil pour les photos. La photo qui était quand même l'élément fondamental il y a encore 40 ans de porteur d'une vérité, la photo. Avant le Photoshop d'ailleurs. Eh bien aujourd'hui, une photo, on peut la composer, on peut lui faire dire n'importe quoi et ce qu'on veut. L'image également, le son aussi. Donc là, il y a un réel enjeu qui fait que le citoyen, en le sachant, va avoir de plus en plus de mal face à une photo à se demander si elle est vraie ou pas. Et là, on entre vraiment dans un système d'inconfort contre lequel on n'a pas encore de réponse. Parce que même moi, face à une photo, je ne saurais plus quoi penser. Ou face à une image, ou face à une vidéo. Et donc, on en revient à la question du départ en disant on s'informe sur les réseaux sociaux parce que finalement, c'est pratique. On a toujours ce téléphone qu'on regarde en moyenne 240 fois par jour. Et donc, ce téléphone-là, on regarde, on s'informe comme ça, on passe. Et puis, on a une consommation, encore une fois, passive et qui fatigue. Donc, finalement, tout ce qu'on peut faire, mais évidemment, moi je le sais parce que je suis journaliste et que je fais la direction de l'info de Radio France, donc je sais comment on travaille, donc je sais comment on fait. Mais c'est, je dirais, nous, en service public, c'est notre mission de service public. Même si on veut, dans les manifs, nous faire passer pour une radio d'État, non. D'ailleurs, ceux qui nous traitent de radio d'État, on voit très bien, s'ils étaient au pouvoir, ce qu'ils feraient d'une radio de service public. Donc, c'est une radio au service du public. Et l'information de service public a un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre la désinformation, dans le fait aussi de donner une information qui soit fiable et certifiée. Je ne sais plus si... non, Madame de la radio marocaine est partie, mais elle disait tout à l'heure quelque chose de très juste et que j'ai perdu. C'est toujours le problème quand on veut se lancer dans du freestyle, au bout d'un moment, on s'y perd. Mince, qu'est-ce qu'elle a dit qui me... J'étais sur quoi, là, pardon, avant? Pardon? De donner une information fiable et certifiée. Pardon? Bon, mais ça me reviendra après. En tout cas, vous êtes sympa parce que je vois que vous suivez au moins. Bon, mais écoutez, ça me reviendra plus tard, c'est pas grave. Oui, bah écoutez, si je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Si vous avez des questions, ça fait une demi-heure, sinon je peux continuer évidemment. Ouais. Vous disiez du coup des 15-24 ans qui ne trouvent pas de figure journalistique, en tout cas qui ne trouvent pas, qui s'informent, qui ne sont pas dérangés de s'informer par une personne qui n'est pas un journaliste. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce constat-là le fait que les 15-24 ou même les plus jeunes n'ont pas de figure journalistique en tant que telle, que ce soit en presse, en radio, en télé, comme les personnes
l'âge plus avancé, on peut avoir des Christine Krenz, des Jean-Pierre Pernaut. Oui, sans doute. Puis oui, oui, vous avez sans doute raison. L'époque change, mais pour moi, c'est encore une fois, je le répète, c'est pas un problème fondamental. Si le vecteur d'information, encore une fois, pense à contextualiser, à certifier, à vérifier, si on est autour de cet axiome-là, c'est pas un problème que ce soit un journaliste ou pas. Moi, j'ai assez lutté contre les corporatismes pour ne pas me penser que c'est un problème. D'autres vous diront que c'est un problème. Hein, ça, je ne le dis pas. Pour moi, c'en est pas un. Il faut simplement être sûr que cette personne-là ait fait un travail, enfin, soit identifiée. Voilà. Comme vous dites, il faut qu'elle soit identifiée pour cela. D'ailleurs, j'en viens à quelque chose qui va encore plus brouiller les pistes. Radio France est dotée d'une cellule d'investigation qui vient de faire avec Forbidden Stories un travail incroyable d'une enquête qui a duré plusieurs mois. Alors, Forbidden Stories, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, c'est une ONG qui a décidé de s'occuper des journalistes qui étaient assassinés et qui étaient assassinés parce qu'ils faisaient un travail de terrain qui gênait quelqu'un, des groupes criminels, un régime. Et donc, ils reprennent le travail de l'enquête et le continuent après l'assassinat. C'est une ONG qui a désormais 5 ans et qui était montée un peu avec Reporters sans frontières. Eh bien, avec Forbidden Stories, Radio France et le quotidien Haaretz en Israël, on a découvert une officine qui produisait de la désinformation via des journalistes en place. Voilà où ça complique la chose. Et en achetant évidemment les journalistes, en les corrompant. Et on a eu un exemple en France. Et donc l'enquête a révélé. Donc un journaliste de BFM qui officiait la nuit entre minuit et 4 heures du matin et qui entre 1h et 2h du matin n'avait pas de rédaction en chef, H&M Barki, a diffusé des images en donnant une fausse information qui était dans aucun conducteur de la chaîne et de la rédaction en chef. Et ces images lui étaient fournies par l'officine, qui était de la désinformation sur les Russes, beaucoup sur les Russes, mais aussi sur des scrutins en Afrique. Et donc, que faisant-on de ces images ? Eh bien, on avait le logo BFM, une figure institutionnelle d'un journaliste historique de la chaîne, Rachid Mbarki, et c'était viralisé sur les réseaux sociaux. Et que, comme c'était une chaîne d'infos reconnue, eh bien, forcément, c'était une information vraie. Et voilà comment la désinformation jouait. Alors, je sais bien que ça brouille un peu plus les pistes parce qu'on se dit, mince, alors, c'est une chaîne d'infos reconnue française, maintenant, on ne peut plus croire ce qu'elle dit parce qu'il y a ce problème-là. Donc, évidemment, BFM a réagi aussitôt en licenciant immédiatement le journaliste parce que là, il n'y a même pas de débat. Il suffit de retrouver les dates où ont été diffusés ces sujets. Ils ont été diffusés. Il est viralisé et ça se demandait comment il ne s'est pas fait attraper plus tôt. Évidemment, il n'a pas fait ça tous les soirs. Il a suffi de 3-4 fois en un an, mais 3-4 fois qui ont servi la désinformation. Donc c'est pour dire que tous les enjeux de la désinformation sont absolument partout et pour justement générer la confusion et faire en sorte qu'on se détourne de l'information pour s'occuper d'autres choses et que finalement les journalistes dans leur travail de terrain soient discrédités au maximum parce que ce sont des empêcheurs de tourner en rond. C'est pour ça qu'on assassine beaucoup des journalistes d'investigation. Aujourd'hui, les journalistes qui meurent, c'est pas sur les fronts de guerre, hein, c'est fini. Enfin, c'est fini. Malheureusement, il y en a 15 qui sont morts en Ukraine. Mais ceux qui sont assassinés dans l'exercice de leur métier, ce sont les lanceurs d'alerte et les journalistes d'investigation. Beaucoup au Mexique, beaucoup en Afrique, mais aussi en Europe, à Malte, en Bulgarie. Et je ne parle pas de la Russie, évidemment. Donc, pardon ? Il y en a qui sont kidnappés également. Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est monnaie courante aussi. Oui. Deux questions rapidement. La première, vous avez parlé de formation en tant que journaliste de Radio France scientifiquement, une journaliste de formation scientifique. Quel est le contenu de cette formation ? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez que Radio France a à apprendre des autres radios publiques, des autres télés ? Alors, la première question, c'est d'abord une formation sur 3 jours qui s'appelle Prérequis et boîte à outils, où là, on va être sur comment lire une publication scientifique, comment identifier un bon expert, avec beaucoup d'exercices pratiques, où d'ailleurs les formateurs très intelligemment ont pris des exemples de chez nous qui étaient catastrophiques, des interviews de Léa Salamé, tant pis pour son ego, mais c'est vrai que
quand elle a interviewé le prix Nobel de physique, on s'est retrouvé devant un gouffre abyssal là. Mais en fait, parce qu'elle a joué elle a été sincère. Elle a dit j'y connais rien, vraiment j'y connais rien et j'y connais rien. Donc pendant 5 minutes, le prix Nobel de physique s'est retrouvé sur l'antenne de France Inter à essayer de parler. En fait, la seule erreur qu'elle a commise, c'est qu'elle a interrogé un scientifique sur des données sociologiques, alors qu'il aurait fallu l'interroger sur des données scientifiques, parce que c'est son sujet, quoi. Et là, elle a répété ça aussi sur l'intelligence artificielle. Et on était trop sur des données sociologiques et pas assez scientifiques. Donc finalement, c'est notre défaut à nous tous. Parce que très honnêtement, j'aurais été à la place de la Salamé, j'aurais pas fait mieux. Il faut quand même dire les choses. C'est que c'est notre faiblesse à tous, et donc il faut être capable justement d'identifier la méthode du raisonnement scientifique, encore une fois. Donc ça, c'est le prérequis sur 3 jours, avec des journalistes de l'association de l'association des journalistes scientifiques qui viennent dispenser cette formation. Et puis après, on va dire il y a des cycles. On choisit son cycle, il y en a plusieurs. Il y a l'alimentation, biodiversité, il y a le climat, il y a l'énergie, il y a la santé. Il en manque un. Bon, enfin, il y en a un 5e, je ne sais plus lequel c'est. Et là, vous choisissez votre cycle et ça va durer à peu près une 50aine d'heures. Voilà. Et vous pouvez faire plusieurs cycles si vous le souhaitez. C'est un coût, c'est un investissement, mais il nous a semblé important de le faire. La deuxième question, sur les autres radios publiques. Oui, moi-même, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les médias francophones publics, en fait, où on est Radio France, France Télévisions, Arte, RFI France 24, donc France Média Monde, avec aussi RMC Moyen-Orient, avec la RTBF, avec la radio télé suisse et la radio suisse, avec Radio-Canada. Et effectivement, on se rencontre régulièrement. La prochaine commission, je suis triste si vous savez de la prochaine commission, c'est une semaine à Montréal dans 15 jours. Et non, ça va être, je dis ça, je plaisante parce que Montréal est une ville superbe. Et ça va être passionnant parce qu'on a notamment une journée et demie sur les enjeux de l'intelligence artificielle avec des experts nord-américains. Et pour nous, Européens, ça sera quand même très intéressant d'avoir aussi cet aspect des choses, parce que l'intelligence artificielle vient quand même des États-Unis. Voilà. Oui, monsieur. Bon. Question de l'intelligence artificielle qui, pour nous, universitaires, est un redoutable problème. D'abord, ce qu'on constate par l'usage de l'intelligence artificielle, c'est que ça conduit, je l'ai remarqué, à une certaine paresse des étudiants. Ils croient pouvoir trouver des réponses à leurs questions en les posant justement à l'intelligence artificielle. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, cette intelligence artificielle est souvent superficielle. Voilà. Dans la mesure où, je vous donne un exemple, j'ai posé une question avec les étudiants pour savoir comment ils réagissent. La question était suivante, qui faisait partie d'ailleurs de l'actualité politique française dans les années 90. Faut-il supprimer les départements? Parce qu'on trouve qu'il y a trop. Eh bien, la réponse qui a été donnée est d'une médiocrité incroyable. Absolument tous les enjeux, toutes les confrontations, toutes les luttes entre les notables locaux, les notables régionaux, les notables municipaux, le Sénat, les organisations, l'Association des maires de France, des départements de France, des régions de France, tout cela était passé à côté. Aucun mot sur ça. C'est comme si ça allait de soi. Soit il faut les supprimer, soit il faut les maintenir, rien d'autre. Ça, c'est le premier élément de la réponse. Sur le deuxième point, les journalistes, effectivement, et l'intérêt sur les connaissances scientifiques, je trouve que c'est une initiative qu'il faut saluer, dans la mesure où aujourd'hui, on a une scientifisation accélérée des problèmes publics. Et pas simplement qu'il faut la faire pour les journalistes, il faut aussi, puisque dans l'histoire, il y a eu des formes de citoyenneté civile, politique, politique, sociale, citoyenneté sociale. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de la complexité des problèmes qui ont atteint un degré de scientificité assez élevé, il y a lieu d'inventer une 4e citoyenneté, c'est la citoyenneté scientifique, pour permettre justement
aux individus, aux citoyens, de discuter en connaissance de cause, soit en partageant, soit en contestant certains énoncés scientifiques sur les enjeux les plus importants d'aujourd'hui. Très juste, j'étais aux rencontres de l'esprit critique à Toulouse il y a 2 jours, avec beaucoup de scientifiques. Et ce qui a été beaucoup dit, c'est que le scientifique, par définition, est modéré. Or, l'époque lui demande de s'engager sans modération. Je trouvais la formule assez juste, en fait. Je voudrais terminer aussi avec l'effet de, toujours avec l'intelligence artificielle, l'effet pervers des algorithmes. Bon, vous le savez, ça, forcément, vous faites 3-4 recherches sur un sujet qui vous intéresse. Aussitôt, votre téléphone va l'identifier et va vous bombarder d'informations à peu près sur le même sujet. Bah ça, c'est quelque chose de très dangereux parce que, alors, pour le coup, je saluais tout à l'heure LCI, mais la TF1 LCI a lancé le journal personnalisé. C'est-à-dire à partir... En fait, ils veulent être le Spotify de l'information. C'est une stratégie. Moi, à titre très personnel, et là, je n'engage pas la parole de Radio France, hein, je parle en mon nom propre d'Éric Valmire, je ne crois pas que ce soit l'avenir. Enfin, c'est l'avenir pour une certaine... pour un confort intellectuel de ceux qui vont vouloir s'y adonner, mais ce n'est pas la notion de journalisme telle que je la décrivais au début. À partir d'une playlist de thématiques qui nous plaisent, aller faire son journal à la carte. Alors le problème, c'est que si on ne se laisse pas irriguer par une altérité ou par des choses qu'on ne connaît pas ou par la découverte de nouveaux horizons ou par des sujets qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas se dire informé, j'allais dire dans sa colonne vertébrale des connaissances. Donc pour moi, c'est quand même un sujet assez majeur. Et donc pour cette raison-là, je ne suis pas certain que ce journal personnalisé tel qu'il va se développer, parce que là, le groupe TF1 va le lancer, mais je suis sûr que plein d'autres le feront ensuite. Je ne suis pas certain que ce journalisme à la carte soit une bonne chose. Même si je commence à être un peu pessimiste en me disant que dans 100 ans, je ne sais pas quel visage aura le journalisme, vu tous les enjeux devant lui et toutes les crises qu'il doit affronter aussi, et surtout faire en sorte que sa pratique soit respectée, parce que on a aussi des formes de journalisme qui sont pénibles, qui sont mises à mal, qui sont ou des fois même, moi je m'énerve contre des choses que j'entends ou que je vois parce que ça nous porte du tort, parce que ça ne correspond pas à l'éthique et à la déontologie. Il y a des erreurs qui sont faites. Et elles existent, ne serait-ce que l'emballement de Xavier Dupont-Ligonnès il y a 2 ans. Bon, bah, il n'y a plus qu'à se tirer une balle dans le pied et puis à faire les mea culpa partout. Donc c'est donc un métier assez compliqué, même si on reste très vigilant. Et puis, on l'a vu avec la politique et le social, quand on a une opinion et que... Parce que nous, on se fait bombarder de tous les côtés. Hein. Soit on est radio macro, soit on est radio gaucho, des 2 côtés. Donc finalement, quand on entend une opinion qui n'est pas celle qu'on veut, quand on a envie d'entendre quelque chose qui correspond à ce qu'on pense, et que ça ne l'est pas, alors on a l'impression que l'information est partisane parce qu'elle ne dit pas ce que j'ai envie d'entendre ou de voir. Et là, il y a un vrai questionnement à avoir du côté des citoyens, parce que non, le journalisme n'est pas militant, non, le journalisme n'est pas... Il peut être engagé, et c'est une vraie question aujourd'hui, mais engagé, encore une fois, à partir de respecter les valeurs factuelles. D'ailleurs, un éditorialiste, dans son métier de journaliste, il est engagé, puisqu'il va afficher quelque part une opinion. Mais dans le métier du journalisme de terrain, non, on n'a pas à être engagé. Mais il y a un sujet qui change tout aujourd'hui, c'est le climat. C'est le climat. Et vous avez, puisque, monsieur, vous étiez de Radio Rurale, c'est comment ? Voilà. Moi, je voulais quand même signaler le courage de journalistes freelance qui travaillent beaucoup seuls, souvent dans un climat de violence et d'intimidation, sur les dérives de l'agro-industrie, en dénonçant un certain nombre de scandales et de pratiques. Je ne sais pas si vous aviez vu cette superbe série sur Arte qui s'appelait Jeux d'influence. Eh bien, vraiment, eux, ils font un boulot de journalisme qui est incroyable et qui ne peut pas être associé à du journalisme, même si beaucoup essayent de le faire, à un journalisme idéologique au sens militant du terme. Tant que la valeur factuelle du terrain est dite, tant que des dérives sont dénoncées, le problème de ces journalistes-là, c'est qu'ils sont précaires et que la précarisation de la profession est aussi un problème, parce qu'un journalisme dit précaire ne peut pas fonctionner très longtemps. Le journalisme dans la précarité,
Et la profession se précarise de plus en plus, et l'intelligence artificielle va en profiter. Puisque sur des sujets qui demandent simplement un simple article, eh bien on va plus payer un pigiste, on va demander à l'intelligence artificielle, à partir de quelques mots, ça a déjà commencé, hein, de rédiger l'article. Des questions? Ouais. Merci. Personnellement, je travaille sur la transformation des contenus et des modes d'écoute de la radio dans le contexte numérique. Et pendant mes recherches, j'ai pu lire beaucoup de chercheurs, notamment Sarah Finger et Michel Moati dans l'effet média, et Francis Pisani et Dominique Piotel dans Comment le web change le monde, qui écrivent qu'en fait l'information aujourd'hui est devenue surtout traitée de manière sensationnaliste, et qu'on cherche à faire de l'information sensationnelle dans la majorité des stations. Moi, je pense plutôt dans les stations privées. Dans un souci en fait d'attirer de l'audience, et qu'on prend plus le temps de traiter l'information en profondeur. Et ceci est dû notamment au développement des réseaux sociaux et des médias sociaux numériques, des applications, la transformation des modes d'écoute, mais aussi du coup tout ça qui a mené à une augmentation des fake news. Je voulais savoir votre avis là-dessus, et également votre avis sur la redéfinition en quelque sorte du travail de journaliste qui a pu arriver justement avec le développement des réseaux sociaux et des médias numériques. Je crois pas que, comme je le disais en introduction, que ça a changé quoi que ce soit dans la pratique du métier de journaliste. Encore une fois, depuis Zola, le journaliste, c'est de porter une information de terrain qui soit fiable et certifiée. Et encore une fois, ni l'avènement de la radio, ni l'avènement de la télévision, ni l'avènement du web et aujourd'hui des réseaux sociaux n'ont changé quoi que ce soit par rapport à ça. C'est une valeur qui doit rester déterminante dans la pratique du métier, et qui doit le rester le plus longtemps possible d'ailleurs. C'est ce qui caractérise le journalisme de toute façon. C'est vraiment de respecter ces fonctions-là. Et pardon, la première question La sensationnalisation de l'information par... Ben ça, c'est toujours le problème. Je suis content parce que finalement, il y a une pratique qui est disparue, qui est celle du scoop. Au moins, les réseaux sociaux ont tué ça, quoi. Alors, terminé, Coco, je ramène un scoop, ça, c'est fini, quoi. Parce qu'il n'y a plus de scoop possible qui puisse exister. On a le réseau social ou quelqu'un qui va nous porter une information. Donc aujourd'hui, l'enjeu, et ce qui a changé par rapport à ça, l'enjeu, c'est d'être le premier à donner une information fiable et certifiée. C'est pas d'être le premier à donner une information. Ce qui nous fait, nous, arriver souvent à la traîne. Hein. Parce que quand je dis à la traîne, c'est un quart d'heure après les autres. Hein. Attention, soyons relatifs. Mais la radio, qui était le média de l'immédiateté par rapport à la télévision ou la presse écrite, ne l'est plus. C'est les réseaux sociaux. Et jouer la carte de la sensationnalisation, justement pour contrer et avoir la photo qui va être la plus percutante, ou la formule qui va bugger, qui va entraîner le plus de buzz, c'est une dérive contre laquelle on a toujours lutté de toute façon. Mais c'est une dérive qui existe et qui ne va pas s'arranger, comme je le disais, avec un logiciel comme Midjourney qui vous permet de faire absolument tout ce que vous voulez avec l'image. Donc c'est sûr qu'il faut, je dirais même que c'est aux citoyens de faire gaffe, attention à ce qui est un peu trop sensationnel, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on essaie d'attraper le citoyen par l'émotion d'une information, et l'émotion, elle peut être sur un événement fort, comme il y en a eu ces derniers temps, mais qui sont tragiques, elle existe, l'émotion, on ne peut pas la nier. Mais il faut toujours faire attention, nous, à ne pas trop jouer la carte de l'émotion quand on donne une information, même si elle est tragique. Un des ressorts de la fatigue informationnelle, on n'a pas beaucoup parlé, c'est le caractère anxiogène de l'info. Enfin, on vous balance des trucs, on vous demande d'avaler la guerre en Ukraine, le social, les gens qui ont faim, l'inflation, on va pas s'en sortir, le fait divers sordide, même le sport, la Coupe du Monde au Qatar, ça va pas. Enfin bon,
rien ne va, quoi. Et en même temps, tous ceux qui ont essayé de faire le journal des bonnes nouvelles, ça n'a jamais marché. Donc, il y a certainement une façon de refaire du journalisme. Et ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au climat, qui a changé les choses, je ne sais plus dans quelle discrétion je suis parti, mais j'ai oublié d'en parler, c'est que le climat, doit être, je pense, doit être un des sujets majeurs. Ça ne doit plus être un sujet parmi les sujets. Enfin, depuis l'an dernier et cet été, je pense que ça va être encore pire, on a quand même touché du doigt ce qu'était l'urgence climatique en France. Ce n'est plus les histoires de banquises qui font. La sécheresse, les incendies, les pénuries d'eau, on y est. Et donc, je pense que le climat doit être un sujet qui doit être porté par tous les services. C'est un sujet politique, c'est un sujet économique, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet scientifique. Ce n'est pas un sujet parmi les autres, c'est un sujet central qui irrigue tout. Et notamment, je dis ça pour le journalisme, ça doit être le cas pour la politique aussi. Ça ne doit pas être un sujet parmi les autres, ça doit être le sujet. Et donc, quand je vois ça chez les jeunes générations aujourd'hui, donc la vôtre pour ceux qui sont étudiants ici, je trouve que la forme du journalisme engagé épouse bien cette cause-là. Et que nous, dans notre tradition francophone, on a tendance à toujours avoir un regard distancié par rapport aux choses. Et tant mieux, dans une certaine façon. Le journalisme américain, en tout cas anglophone, même israélien, c'est une culture très forte, va être beaucoup plus engagé. Il y a eu un schisme dans la rédaction de Radio-Canada CBC News. Il y a la rédaction anglophone et la rédaction francophone. Au moment de l'affaire de George Floyd, il y a les anglophones qui se sont fortement engagés pour dénoncer le racisme. Les francophones n'ont pas voulu. Les francophones voulaient garder la distance, rappeler le fait, violence policière, un jeune assassiné, la vidéo qui raconte, mais certainement pas s'engager en disant c'est une honte, c'est un scandale, le racisme ça ne peut plus durer. Bon, la forme du podcast autorise ça. D'éditorialiser un peu plus avec le jeu, quelque chose qui s'engage plus. Mais encore attention à respecter la valeur quand même du journalisme et d'étayer son jeu par un certain nombre de faits d'abord scientifiques et surtout du factuel avéré, certifié, une donnée fiable. Bon, j'espère que je n'ai pas trop cassé l'ambiance. Oui. Mais vous avez employé 2 fois l'expression « nouvelles écritures » au début de votre présentation. Là, j'entends donc l'intelligence artificielle peut être une sorte d'outil de ces nouvelles écritures et l'éditorialisation aussi. Non, dans la nouvelle écriture, l'intelligence artificielle, elle est bête, donc elle ne va jamais inventer, elle va recracher bêtement. Enfin, pour moi, ChatGPT, c'est un Wikipédia amélioré, hein. C'est simplement une capacité de synthèse de données qui existent déjà. Donc en soi, ce n'est pas une nouvelle écriture. C'est recrache l'existant, condensé, synthétisé de façon bluffante, certes, mais ce n'est que recopié, en fait. Non, les nouvelles écritures, c'est justement la forme du podcast, de l'audio. L'audio est une nouvelle écriture, l'écriture par le son. Nous, en Radio France, on travaille beaucoup la nouvelle écriture par le son binaural, et notamment l'audio orienté objet. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le binaural, c'est, je ne sais pas pour ceux qui connaissent le binaural, c'est, imaginez une stéréo multipliée par 10, vous êtes en son immersif. On a fait l'expérience avec les manifestations des Gilets jaunes à Paris. On a tourné 10 manifestations avec un son binaural, c'est-à-dire avec vraiment l'impression du son binaural. Et ensuite, on a écumé toute la manifestation. En allant partout, voir les policiers, voir les modérés, voir les casseurs. On a vu tout le monde. La nouvelle écriture, c'est quoi dans ce sens-là ? C'est la tablette et donc la manifestation qui commence. On a le casque et on est vraiment en son immersif. Quand je dis son immersif, imaginez un orchestre, vous entendez le triangle là, le violon là. Vous êtes vraiment entouré par la manif. Vous y êtes. Presque un casque de réalité virtuelle, sauf que c'est le son. Et vous êtes dans la manif et d'un seul coup, une voix vous entraîne dans la manif. C'est une voix d'une manifestante. Et d'un seul coup, un jingle interrompt l'écoute. Et vous voyez sur votre tablette, que voulez-vous faire ? Allez voir les casseurs, allez voir rentrer dans la manif, allez voir un tel. Et ainsi, donc, on va se promener dans la manifestation d'un endroit à un autre. Et on va voir la manifestation racontée d'une autre manière. Et ainsi, la manifestation va apparaître dans toutes ses vérités.
On a vu à quel point, encore une fois, sur la manif de retraite, qu'une manifestation n'a pas qu'une vérité, elle a des vérités. La vérité de l'endroit où on se trouve dans le cortège. Et donc, c'était important de dire ça parce que la vérité n'est pas une et indicible, mais il y a des vérités. Et le journaliste n'est pas là pour raconter une vérité parce que la vérité, ça n'existe pas. Il y a des principes de réalité, mais il n'y a pas une vérité. Il y a des vérités. Et donc, les nouvelles écritures, elles doivent explorer cette sensation-là pour justement permettre aux citoyens de s'y retrouver dans toutes les nuances qui composent une réalité de terrain. Ce n'est pas blanc ou noir, c'est nuancé, c'est complexe. Et donc, ça nous permet d'aller dans cette forme d'exploration. Voilà, la nouvelle écriture. Je voulais dire une chose à propos de l'information. Quand on cherche à donner une information sensationnelle pour séduire l'auditeur. Moi, je crois, et j'ai déjà étudié ça à l'université, que quand l'information est authentique, elle est vraie, elle est toute vraie, elle est réelle, elle est vraiment impressionnante à ce moment-là. Tant qu'elle est réelle, elle nous parle de la réalité telle qu'elle est. Moi, je trouve que ça peut être vraiment impressionnant. Et puis, vous avez parlé aussi des auditeurs qui cherchent à avoir une info qui est compatible avec leurs principes. Dans mon pays, il y a plusieurs radios privées et chaque radio peut donner l'info à sa façon. Le même fait, le même événement, mais certainement tu peux écouter sur cette radio, il va te dire autre chose, la vérité comme vous venez de dire, il y a plusieurs vérités, la vérité d'une certaine façon, qui est compatible avec leurs principes politiques. Tu vas écouter la même information sur une autre radio, aussi elle va nous donner l'information à sa façon, selon ses principes politiques et tout ça. Alors ce qui fait que l'auditeur refuse de prendre l'information d'une radio qui ne ressemble pas à lui, à ses principes. À ce moment-là, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont à la radio publique, la radio officielle. Moi, je suis à la radio officielle, je suis directrice des programmes. Et là, ils savent qu'ils sont en train de prendre l'information telle qu'elle est, parce qu'on est fiable, on est là depuis 85 ans et c'est la radio la plus objective. Et comme ça, je préfère objectif qu'officiel. Hein. Objectif. Ouais. Parce que radio officielle, c'est toujours une connotation de se dire que qu'est-ce qui est officiel et qu'est-ce qui n'est pas. C'est toujours des notions un peu compliquées. Ouais. Non, j'ai compris ce que vous vouliez dire, mais moi ça fait partie du ministère, ça fait partie de... Ben voilà, c'est justement ça. Il est apparu sur Twitter une grande polémique ces derniers jours sur médias financés par un État ou associés à un État. Je ne sais plus ce que c'était. Et ça, c'est très dangereux. Parce que alors c'est parti encore du Canada. C'est très dangereux parce que quand je vois, quand nous avons un journaliste qui est en prison en Afghanistan depuis 3 mois parce qu'il est accusé d'espionnage par les talibans, si vous mettez comme ça sur des réseaux sociaux, les talibans sont tout le temps sur Twitter, si vous mettez sur un réseau social que votre radio, votre groupe de radio est associé à l'État, ça veut dire que c'est un agent du gouvernement. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pour vous dire que la nuance ici en France, elle est extrêmement profonde et elle est dangereuse pour des journalistes qui travaillent à l'étranger dans des régimes. Parce que ça va justement valider le principe que le journaliste est la solde du gouvernement et donc peut-être aussi un espion. C'est tout l'enjeu de... Mais je comprends ce que vous voulez dire. Hein. Je dis simplement que sur les mots, je fais attention, moi, à officiel, et donc je préfère service public en général. Voilà. Et sur l'éditorialisation, j'entends, mais l'éditorialisation, si elle est assumée, revendiquée, qu'elle est claire, on a toujours eu dans la presse écrite des journaux de droite et de gauche, ça n'a gêné personne, et chacun s'y retrouvait. Et donc l'éditorialisation, à partir du moment où on parle de faits avérés, moi ça me gêne pas trop. Ça dépend après si c'est pour servir des intérêts privés, c'est toujours le problème. Si on sert des intérêts privés, comme vous l'avez dit, fort justement dit, là c'est une vraie problématique. Bien.
bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je peux parler pendant 3 heures. Hein. Donc, vous avez compris que le sujet est inépuisable. Comment? Voilà, on revient. En tout cas, merci de votre attention et de votre écoute. Hein. Merci beaucoup.